Ici, c'est parti. Bonsoir et bienvenue à cette présentation spéciale de SQL Azure. Je m'appelle Hervé Rogero et bien sûr, là, je regarde le clavier AZERTY et donc, en théorie, voilà, on arrive à faire fonctionner les commandes. Émeric, au micro. Bonjour, moi c'est Émeric Grimbach et je m'occupe du site thecloud.fr. La communauté Azure en France, on organise régulièrement des Azure Camp, donc là vous y êtes. Vous pouvez retrouver tout le code source qui a été produit lors des Azure Camp précédents sur thecloud.codeplex.com et tout le code est disponible en licence open source MSPL. Vous pouvez retrouver un autre site qui s'appelle l'Azure User Group, qui est un réseau social sur Azure. Et il y a le French User Group sur ce site. Sinon, pour rester informé par rapport aux activités, vous pouvez suivre le Twitter The Cloud ou la page Facebook. Et là, je vous invite à devenir fan de notre magnifique page Facebook. Alors, le programme de ce soir, on a un Azure Camp très particulier aujourd'hui, parce qu'on a Hervé qui est avec nous spécialement. Donc voilà, la présentation de la communauté Azure, je vous l'ai faite un peu en bref. Après, la présentation d'Hervé. Donc voilà le programme. Alors, on aura donc une introduction, des patterns d'implémentation, ensuite un chapitre sur les performances et le throttling, la montée en charge et la fédération, et enfin les questions-réponses, et après, pour ceux qui veulent, on code. Merci Mike. Voilà, donc Hervé, ça fait pas mal de temps que je suis aux US. Je suis devenu MVP SQL Azure en janvier 2011. J'ai une société qui s'appelle Blue Syntax Consulting. Nous nous spécialisons dans le domaine du cloud et particulièrement dans le monde Azure. Et donc nous aidons les sociétés à adopter la plateforme Azure. Donc nous allons, voici un petit peu quelques informations à mon sujet. Mes informations de contact, vous pouvez m'envoyer des emails, mon site internet. Je suis le co-auteur de ProSQL Azure avec ePress. Nous allons en fait faire une seconde révision prochainement. De temps en temps, je conduis des trainings en Azure aussi. On fait beaucoup de consulting dans cette plateforme et je suis le président du Azure Florida Association que vous pouvez trouver sur LinkedIn. Je vais avoir des experts dans le monde Azure présentés en ligne tous les mois ou tous les 2 mois, à peu près en fonction des disponibilités. Et donc j'habite en Floride, qui est un endroit absolument fantastique. C'est vraiment beaucoup de soleil, vraiment incroyable au niveau des vacances. Ne vous attendez à rien de très spécial. C'est vraiment cool. Il y a un peu de vent de temps en temps, c'est tout. Un peu comme à Paris, quoi. Mais on s'y fait, hein, pas de problème. Donc j'habite en bas à droite là. Non, pas vraiment, mais vous voyez qu'il y a de quoi visiter, hein. Bien, alors on va parler un petit peu d'architecture, mais je vais passer rapidement dessus. On parlera surtout beaucoup de performance et de montée en charge. En termes de considération, perte de connexion et mécanisme de limitation dans SQL Azure, qui s'appelle aussi throttling, le terme en anglais. C'est un terme important à connaître puisque si vous faites des recherches spécifiques dans le monde de la limitation, pour l'instant, tous les articles relatifs à la limitation, ce sera en anglais avec le terme throttling. Nous allons aussi discuter la montée en charge avec les concepts sharding, comment ça fonctionne, quels sont les différents concepts, comment fédération est implémentée et comment ça fonctionne. Et je parlerai un petit peu d'un projet open source qui est sur Codeplex, que j'ai créé, qui s'appelle Enzo, pour adopter fédération. Alors, parlons un petit peu de quelques considérations sur
sur les performances. D'abord, la première chose à considérer dans le cloud, c'est que la connexion avec SQL Azure est disons, soumise à plusieurs contraintes et à plusieurs niveaux de contraintes au niveau de l'infrastructure, que ce soit la base de données elle-même qui peut changer de serveur à n'importe quel moment, que ce soit les routeurs intermédiaires qui décident de vous donner une connexion sur un serveur différent, que ce soit la connexion Internet. Vous avez donc beaucoup d'opportunités de perdre une connexion avec SQL Azure à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Donc la difficulté en tant que développeur et en tant qu'architecte, c'est de créer un système et de planifier un système qui puisse se reconnecter à n'importe quel moment, qui puisse récupérer les informations avant qu'elles soient perdues, qui puisse donc en fait gérer les problèmes de connexion. Donc regrouper les connexions et s'assurer que vous ayez un minimum de connexions sur SQL Azure simplifie cette tâche et aussi améliore, si vous voulez, la possibilité d'avoir beaucoup d'utilisateurs. J'ai parlé un peu de logique de perte de connexion. Le cache est aussi une technologie très utilisée dans Azure en général, que ce soit pour minimiser les connexions avec la base de données ou pour améliorer le temps de réponse. Vous avez en .NET 4, vous avez une librairie de cache qui est disponible maintenant. Vous avez aussi le cache, un service disponible dans Azure qui permet d'offrir un cache synchronisé si vous avez plusieurs services ou plusieurs applications qui utilisent le cache. L'Entity Framework, c'est aussi une technologie qui est beaucoup utilisée en moyenne et qui évolue petit à petit pour être adoptée par le cloud. Vous avez par exemple des fonctions de lazy loading qui permettent de loader certaines propriétés ou certaines collections que lorsqu'elles sont vraiment nécessaires. Donc minimiser l'accès aux données. Si vous n'en avez pas besoin, ne loadez pas les propriétés, quoi. C'est ce que lazy loading offre. Et à l'inverse, vous avez aussi ce concept de chatty versus chunky, bavard ou massif, une traduction un peu difficile, mais c'est un concept bien sûr important en termes de design, en termes d'application, parce que si vous avez un système qui est très bavard, vous avez donc vous allez dépendre de votre connexion plus que si vous avez une application chunky. Donc, minimiser le trafic sur le réseau est absolument fondamental pour les applications cloud. Et donc, on a un détail sur les termes techniques en anglais qui sont juste en dessous. Alors, c'est ici que je voulais parler un petit peu en fait de l'architecture. C'est pour expliquer les différents moyens d'accès de la topologie de l'architecture Azure. Alors, on va commencer par le bas, où en fait vous avez accès à vos bases de données. SQL Azure offre un environnement avec des serveurs, et sur chaque serveur, vous avez donc plusieurs bases de données. Si vous créez une base de données en SQL Azure, vous êtes un parmi 200, 300 ou 400 utilisateurs sur la même machine, en fait. Juste au-dessus, vous avez en fait deux niveaux, le gateway et le load balancer pour la répartition des charges, qui sont là pour en fait répartir les charges de plusieurs utilisateurs sur des bases de données différentes. Si vous vous trouvez sur un serveur à n'importe quel moment qui commence à être surchargé, votre base de données peut être relocalisée sur un autre serveur pour vous donner plus de performance. Si votre base de données demande beaucoup trop de ressources, vous pouvez être pénalisé temporellement, partiellement ou complètement en fonction donc de votre demande, de votre requête, pour assurer que les ressources du serveur ne soient pas complètement utilisées pour éviter d'embêter les 300 autres personnes qui sont sur le même serveur. Et on parlera beaucoup de ça ce soir en fait sur les limitations de SQL Azure qu'il faut absolument connaître. Au-dessus du load balancer, vous avez donc la connexion initiale. Si vous avez un logiciel informatique
qui se connecte sur SQL. Donc, si votre logiciel se connecte sur SQL Azure, vous allez avoir une adresse Internet qui vous donne l'adresse de votre serveur. En fait, vous vous connectez sur un load balancer, sur une répartition de charge. Ce load balancer va déterminer sur quelle base de données vous allez vraiment vous connecter, sur quel serveur vous allez vous connecter. Comme chaque base de données que vous créez peut en fait, et on va sûrement se retrouver sur un serveur différent, il faut donner le nom de la base sur laquelle vous voulez vous connecter d'abord. Vous pouvez aussi vous connecter à partir d'une application web, auquel cas vous passez par Windows Azure, et c'est une application dans Windows Azure qui va se connecter sur le load balancer. Quel que soit le moyen ou le mécanisme que vous utilisez pour vous connecter, vous passez par le load balancer et votre connexion est toujours chiffrée, elle est toujours encryptée avec SSL. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas la retirer. Et donc c'est aussi un concept important à comprendre. La connexion est toujours encryptée. C'est-à-dire que si vous effectuez une recherche et vous extrayez vous prenez par exemple un enregistrement de votre table et cet enregistrement contient un document PDF de 1 MB, vous allez retourner donc 1 MB de données, mais qui va être encrypté. Donc ce sera beaucoup plus. Vous avez donc une multiplication des paquets qui vont être retournés sur le réseau. Et si vous comparez ça par rapport au nombre de paquets qui sont retournés par un SQL Server, vous allez voir qu'en fait vous avez beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'échanges d'informations entre le logiciel et SQL Azure que si vous comparez avec une édition SQL Server locale. Oui. Mais des architectes comme dans ton premier cas, il y en a souvent où oui. Tu as il y en a beaucoup. Le logiciel qui est à l'extérieur utilise Azure uniquement en tant que SQL Server, uniquement en base de données et en temps. Oui, il y en a beaucoup de. En général, on vient et on traitement aussi dans Azure et on a éventuellement un résultat qui part. Oui. Oui, donc il y a de tout. Hein. Je vois beaucoup de logiciels qui sont qui sont dans les sociétés, qui se connectent directement dans SQL Azure, et c'est le seul service qui est utilisé dans Azure. Et dans d'autres cas, je vois effectivement des applications qui sont déployées dans Azure, comme disons la deuxième option verticale ici. Mais même si vous vous connectez de Windows Azure à SQL Azure, même si la connexion est dans Azure, elle est encore encryptée de toute façon. Ouais. Alors, revoyons quelques raisons ou quelques exemples de perte de connexion. D'abord, j'ai noté quelques exemples bien spécifiques des serrures excessives. Si vous avez plus d'1 million de serrures sur vos données, SQL Azure risque de vous couper la connexion. Lock. Ouais. Verrou. Verrou. Un verrou alors. Verrou excessif. Les transactions non commises, si vous avez jusqu'à 20% du log file, si vous continuez à faire des transactions sans faire du commit, vous risquez aussi une perte de connexion. Pareil pour les transactions bloquantes, pas plus de 20 secondes. La taille du log file, vous avez aussi une limitation à ce niveau-là. Utilisation de TempDB, pas plus de 5 gigas par session. Utilisation mémoire, la taille de la base de données elle-même. Hein, si vous achetez un giga mais que vous commencez à stocker 1,1 giga, votre connexion vous allez la perdre. Vous ne pouvez plus utiliser votre base de données. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de retirer les informations, faire des deletes. Des connexions inactives, pour l'instant c'est 30 minutes, ça change souvent. Je vous conseille d'étudier les raisons différentes parce qu'en fonction de votre application, en fonction de vos besoins, vous risquez à vous heurter à 0, 1, 2 ou plus de types de raisons de perte de connexion. Et du fait qu'il y a tellement de variables, et il y a tellement d'opérations différentes qui peuvent se passer dans une application
Et du fait que ces informations sont un peu variables aussi au fil du temps, ça rend les raisons de perte de connexion, ça rend, disons, le sujet relativement complexe. Ça devient difficile de déterminer à l'avance comment un système va se comporter, non seulement la première fois que vous l'utiliserez, mais aussi au fil du temps. L'utilisation de mémoire supérieure à 16 mégas, c'est la mémoire de SQL Server. La mémoire de votre opération. Donc, si vous faites une opération, un select qui commence à avoir vraiment beaucoup de données en fonction de vos joins, en fonction de vos requêtes, si vous utilisez plus de 16 mégas pendant plus de 20 secondes, vous risquez de perdre votre connexion. Mais c'est pas tout. Oui. Vous avez les durées de transaction. Au départ, c'était vraiment limité. Maintenant, c'est monté à 24 heures. C'est très bien. Au départ, c'était moins d'une heure, si je me rappelle. DOS, c'est Denial of Service Attacks, un terme anglais qui essaye d'éviter les attaques avec le pare-feu. Et la raison pour laquelle c'est important de le noter, c'est que au jour d'aujourd'hui, le DOS a un peu de mal à faire la différence en fonction de votre configuration interne. Donc, si vous avez 2 machines ou 3 machines qui se connectent sur Internet, mais de l'Internet, on dirait que c'est la même parce que c'est le même IP, le DOS va traiter les connexions de façon identique, en disant tiens, c'est bien la même machine. Donc, il faut garder ça en tête. Vous avez bien sûr des problèmes avec le réseau, là avec le problème avec la répartition des charges. Il y a d'autres raisons aussi. Si votre requête commence à consommer beaucoup de CPU, vous risquez aussi d'avoir une perte de connexion à ce niveau-là. Les règles sont très floues à ce niveau-là. Alors parlons un peu des mécanismes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voici quelques exemples d'erreurs. Le service est actuellement occupé. Récit la demande après 10 secondes. Ça, c'est le classique. Hein. C'est le grand classique de la limitation SQL Azure. En général, vous avez des codes d'information qu'on va revoir dans 2 minutes. La base de données atteint son quota de taille. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est clair. Au moins, c'est facile à comprendre. Le service rencontre un problème actuellement en cours d'analyse. Voilà, c'est déjà un peu plus ésotérique. Et avec un peu de chance, le code qui vous est donné peut vous donner des informations supplémentaires. La liste des erreurs est relativement large. Il est difficile parfois de prévoir quel type d'erreur vous allez avoir. Vous pouvez former une liste, évidemment en regardant sur Internet les différents problèmes que les gens ont. Si vous regardez sur MSDN, vous aurez la liste des erreurs. Mais je peux vous dire que c'est pas forcément une liste définitive. Il n'y a rien de mieux que de faire l'expérience vous-même. Voilà. Sinon, ce sera trop facile. Alors, je voulais passer une petite minute sur le décodage des codes de raison. Donc, comme vous l'avez vu sur le message auparavant, si vous avez de la chance, vous allez avoir un code. Pas toujours le cas, mais quand vous avez un code, au moins vous avez un peu de raison d'espérer de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc vous avez deux choses. D'abord, c'est la gravité de l'erreur, et ensuite la raison de l'erreur. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais par exemple, si vous avez un code d'erreur 131 075, si vous faites ce nombre modulo 4, ça vous donnera 3, qui veut dire en fait que tout se fait rejeter à ce moment. Vous avez une condition où tout se fait rejeter, à droite là. Et ensuite, vous avez des étapes pour diviser le numéro par 256, etc., etc. Et vous tombez sur une grille en bas pour faire le mapping. Et puis vous allez voir que, par exemple, dans ce cas-là, vous avez une limitation au niveau de l'UC. D'accord, donc c'est un peu compliqué.
Il faut. Alors ça, je vous ai mis en bas, c'est facile à revoir plus tard. Donc je disais, vous avez en bas un lien URL qui vous permet de voir les détails. C'est en fait directement pris de MSDN. Et c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, et surtout ça peut vraiment vous donner de bonnes idées sur les raisons d'erreurs que vous pouvez avoir. Okay. Je voulais parler un peu des modes de limitation, c'est très important. Donc ça va de 0 à 3. L'exemple auparavant vous donnait un modulo de 3 qui veut dire que toutes les opérations ont été rejetées. Si vous arrivez à ce niveau-là, c'est que vraiment vous faites quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vous êtes en train de taxer le système d'une façon qui est simplement trop pour les capacités, les ressources disponibles dans SQL Azure. C'est rare, mais ça arrive. Une raison de, par exemple, code 1, les mises à jour seront rejetées. Vous pouvez toujours faire des deletes, des drops, mais vous pouvez pas faire de insert, update, create. D'accord? Donc voilà, ça vous donne en fait des idées, et c'est important de voir un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez adapter en fait les ressources et les modes de fonctionnement de votre application en fonction des erreurs que vous obtenez. L'objectif ayant de rester à 0, de n'avoir aucune. J'ai jamais vu, moi 0, je vous le dis tout de suite. Quand je vois une erreur, en général, c'est 1, 2 ou 3. D'accord. Alors, voici un code que j'ai publié sur mon blog qui vous montre un exemple de comment faire en ADO.net, comment faire pour manager une perte de connexion. Donc, par exemple, ici, j'ai implémenté une réduction exponentielle pour faire les essais de connexion. Donc si, par exemple, j'essaye 5 fois, et si la première fois j'ai une erreur de connexion, je réessaye, mais j'attends une seconde. Après, j'attends 5 secondes, ça. Et c'est un peu délicat. Je vous donne en fait en bas, par exemple, le code qui est ici, c'est une méthode qui s'appelle try open, ou essaye ouvrir en fait, d'accord. Essayez de vous connecter, et c'est une méthode ce qu'on appelle une extension method en anglais pour sur la SQL connection, comment on dit en français? Méthode d'extension, merci. Qui est donc que s'applique directement sur l'objet connexion. Donc c'est très facile à utiliser, et ça permet en fait de centraliser les codes compliqués de reconnexion. C'est plus délicat à faire avec Link, c'est encore plus difficile à utiliser avec l'Entity Framework, mais ça c'est un exemple à ADO.net. En parlant de l'Entity Framework, vous avez une librairie qui est proposée par Microsoft qui s'appelle le Transient Condition Handling Framework, qui vous permet en fait d'utiliser une politique d'essai, si vous voulez, pour réessayer vos connexions, et vous définissez vos règles de reconnexion soit dans le code, soit dans la configuration de votre système. Et voici un exemple de comment c'est utilisable. Vous avez aussi en bas le lien qui vous pointe directement sur le framework. Alors, on a parlé de connexion. Certaines erreurs que vous obtenez, ce ne sont pas forcément des erreurs de connexion, ce sont des erreurs d'exécution, mais à la fin du compte, l'erreur d'exécution risque d'affecter votre connexion. D'accord ? Donc, on va dire 9 fois sur 10, si votre application ne fait pas grand-chose, si elle est pas vraiment taxante en termes de ressources, 9 fois sur 10, le problème que vous allez avoir, c'est un problème de connexion simple. Donc, simplement réessayer les connexions, je dirais, c'est absolument le minimum qu'il faut faire dans votre application dans Azure. Le minimum absolu.
Si ensuite vous pensez peut-être que vos opérations risquent d'être taxantes au fil du temps, il faudra donc implémenter aussi des logiques d'essai pour réessayer vos commandes en plus des connexions. Le même code sur du non-Azure, est-ce qu'on peut le laisser en Oui. état? Oui. Oui, c'est intéressant en fait, c'est que c'est rare que ce soit comme ça. Quand on utilise Azure, en général, on utilise des librairies et du code qui est vraiment très spécial à Azure, qui ne fonctionnera pas en entreprise. Mais ce type d'API ou de framework va fonctionner tout aussi bien dans Azure qu'internement. Alors, j'ai créé un produit de backup pour SQL Azure et je voulais vous donner un exemple de type de connexion et de type d'erreur qu'il a fallu que je contrôle. Quand je prépare en fait mes commandes pour faire un backup de SQL Azure, ce que je fais, c'est que j'analyse les tables, j'analyse le nombre d'enregistrements dans chaque table, et évidemment, mon objectif en tant qu'application pour faire du backup, c'est d'extraire le plus d'informations possible, le plus rapidement possible. Donc, s'il y a une application qui se heurte en permanence aux limites de SQL Azure, c'est bien un produit backup. Donc, l'objectif de ce code, non seulement c'est de détecter les conditions d'erreur, mais de s'adapter aux conditions d'erreur. Si par exemple vous envoyez dans SQL Azure un XML qui fait 2 MB et que dans votre procédure stockée vous décidez de gérer le XML et que malheureusement vous dépassez les limites de l'UC, vous allez perdre votre connexion. Réessayer veut simplement dire que vous allez perdre votre connexion une deuxième fois. D'accord? Ça passera jamais. Donc dans certains cas, quand c'est possible, il faut que votre application, si vous en êtes à ce point-là, il faut que votre application s'adapte en se disant, tiens, est-ce que je peux casser mon XML en deux et envoyer la moitié, envoyer la première moitié pour effectuer l'opération et ensuite envoyer la deuxième moitié, si c'est possible. C'est pas toujours possible. Si c'est pas possible, eh ben il faut voir pourquoi votre UC, votre utilisation est trop forte et gérer le problème directement. Donc dans mon cas, il n'y a pas plus simple, je fais des selects en permanence. Donc si je fais un select de 100 000 enregistrements, si ça passe pas, et que c'est effectivement pas une erreur de connexion bête parce que disons que le mot de passe est invalide, hein, eh ben il faut que je réessaye avec 50 000. En général, ça passe. Si ça passe pas, j'essaye 25 000. Donc le code s'adapte automatiquement et cherche en fait les limites en permanence en se heurtant tout doucement aux limites de SQL Azure. Donc, ça a mis du temps de créer un produit qui s'adapte aux limites de SQL Azure, je vous assure, demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est pas forcément recommandé pour toutes les applications. Il faut le faire que seulement si vous en avez vraiment, vraiment besoin. Donc, en général, ce que je recommande, c'est de commencer par vraiment une étape simple qui est d'implémenter des essais de reconnexion simples si la connexion ne s'établit pas. Si ensuite vous avez des problèmes d'opération de vos commandes, essayez de comprendre pourquoi et simplement réessayer les commandes. 9 fois sur 10, ça suffira. Et si ça marche pas, si c'est pas suffisant, là, il faut regarder si il faut développer des méthodes adaptatives, en fait. Je te donne ici un exemple que une des parties du code qui est en fait dans l'exécution d'une commande SQL, le code d'adaptation représente 30% du code total. C'est pas négligeable. Et les 30% représentent, je l'ai pas dit ici, mais représentent peut-être à peu près entre 75 et 80% du temps total qu'il m'a fallu pour créer la fonction.
Voici un autre exemple que j'ai fait il y a à peu près un an. Je faisais ça. Donc quand je faisais mes recherches au départ pour trouver la meilleure méthode pour l'opération restore, une fois que le backup est fait, comment est-ce que je fais pour remettre les données dans Azure? Problème inverse. Mon objectif est d'insérer autant le plus d'informations possible, le plus vite possible. Donc là, dans ce type d'opération, je faisais face à beaucoup de throttling dû au I/O. Et donc, j'ai essayé plusieurs types de méthodes, que ce soit en utilisant simplement le data adapter en faisant un dot update, soit en utilisant une procédure stockée, stop procedure, soit en utilisant le SQL bulk copy qui est un API de Microsoft qui est disponible, soit en utilisant le nouveau type d'insert qui est disponible maintenant depuis SQL Server 2008, qui vous permet d'ajouter des données jusqu'à 1000 enregistrements d'un coup, en une seule commande. D'accord? Et voici en fait, en fonction du nombre d'enregistrements, en bas, jusqu'à 4000 à la fois, et à gauche, vous avez en vertical le temps qu'il fallait pour sauvegarder les informations, on va dire. Le SQL bulk copy, c'était de loin le plus performant parce qu'il utilise le insert bulk, l'opération insert bulk. Now, bulk insert, qui est pas la même, n'est pas supporté dans SQL Azure, mais insert bulk est supporté. C'est ce que BCP utilise. Et c'est ce que SQL bulk copy utilise. C'est ce qu'il y a de plus rapide, de loin. Donc, si vous avez des questions sur sur ce domaine-là, en termes de performance, on va passer dans la montée en charge, les sharding. Okay. Alors, sharding, c'est un terme qui est utilisé en anglais pour représenter la distribution des données. Vous avez deux modes principaux de distribution de données. Vous avez les distributions horizontales et verticales. Verticale est très peu utilisée. J'ai jamais vu en fait. C'est disons la séparation d'une table par colonne. Donc plutôt que d'avoir 10 colonnes sur une table, vous allez avoir deux tables avec 5 colonnes chacune. Et en théorie, si vous faites une répartition des données, vous allez mettre une table avec 5 colonnes dans une base de données et les 5 colonnes qui restent dans la même table mais dans une autre base de données. Et il faut que votre application soit suffisamment intelligente pour utiliser les deux. C'est très rare, j'ai jamais vu. Jamais vu implémenter ça, mais ça existe. C'est le terme vertical. Horizontal, c'est un peu différent. Oui, alors c'est peut-être, ça peut peut-être être intéressant dans certains cas si vraiment vous avez une colonne ou deux qui disons contiennent des documents ou des trucs vraiment larges que vous voulez séparer, mais dans le cloud c'est vraiment suspect. Si vous avez des documents, mettez dans les blobs. Donc en général, ce qu'on fait, c'est la répartition horizontale. Vous avez une partie des enregistrements dans une base de données et vous répartissez vos données sur plusieurs bases. L'intérêt, c'est que les ressources ne sont plus partagées, surtout dans SQL Azure. Dans SQL Server, si vous créez 3 bases de données, c'est à vous de choisir sur quel serveur vous allez les mettre. Dans SQL Azure, c'est quasiment garanti qu'elles seront de toute façon sur des serveurs différents. Donc, si vous faites une requête sur une base de données et que vous en envoyez en même temps une requête sur une autre, elles vont avoir chacune leur propre mémoire, leur propre CPU ou UC, leur propre I/O, d'accord ? Elles vont fonctionner en parallèle avec leurs propres ressources. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est le principe de base du parallel data warehousing, qui est en fait utilisé un peu dans le sharding aussi. Vous avez différents modèles de sharding qu'on va discuter.
Et en bas, ce que j'ai écrit, c'est que c'est ma définition en fait de la montée en charge. Si vous avez un système où l'expérience du client, du premier client, est la même que l'expérience du client numéro 1000, vous avez un système qui monte en charge. Si vous avez une dégradation de service, vous avez un problème quelque part. Pensez à une éponge sur laquelle vous mettez de l'eau. Si votre éponge arrive à grandir dans tous les sens, vous avez donc un système qui peut s'épandre de façon libre. C'est la même chose, et sharding est en fait la réponse au problème de la montée en charge pour les bases de données. Alors j'ai créé un white paper sur le domaine. Je vais revoir les 3 modes proposés dans le white paper. Vous avez donc le shard linéaire, qui est en fait un modèle où vous allez avoir une base de données par client. Alors quand je dis client, c'est pas forcément limité au client. Ça peut être une dimension quelconque. Si vous faites une analyse et que vous avez un système qui s'occupe d'enregistrer, disons, les températures par pays ou par ville, etc., votre domaine ou votre dimension ne sera pas forcément un client, mais ce sera peut-être un pays, d'accord, ou une latitude, longitude, ou une zone, on va dire. Mais donc, je vais prendre l'exemple du client pour simplifier, mais bien sûr, ça peut être d'autres modèles. Alors, dans le cas du client, si vous avez 10 clients, vous aurez donc, dans le modèle linéaire, 10 bases de données. Peut-être 11 pour avoir en fait l'équivalent d'un master. Okay. Ce qu'il y a de bien avec ce modèle, c'est que l'embarquement est vraiment très simple. Vous pouvez automatiser la création de la base de données, automatiser la création de votre schéma, automatiser la création des enregistrements simples de configuration. Vous avez donc un embarquement fantastique. Par contre, votre investissement est aussi linéaire. C'est-à-dire que si vous dépensez $10 par base de données par mois, parce que c'est 1 giga pour $10, en $9,99 on va dire, bon, bah, vous pouvez vraiment prédire combien vous allez dépenser par client. C'est quelque chose que vous pouvez facilement repasser au client. Et si on prend les fameux 1 giga de base de données dont on a besoin, il faut les multiplier par 3, c'est ça, pour que ce soit backupé. Enfin, c'est déjà, si on prend 1 giga, c'est déjà backupé. Donc, je prends plus 1 giga, j'ai pas à me soucier de. Qu'est-ce que je veux dire, backupé? Non. Synchroniser. Non, oui, c'est pas backupé. C'est synchroniser. Backupé, il faut acheter. Vous n'avez pas de backup, hein, je vais être clair. Ouais. Redondance. Voilà, c'est la redondance. Oui, oui. Alors, les autres copies que vous avez d'abord sont pas accessibles, hein, et vous ne les payez pas, donc. D'accord. Ouais. Vous les payez pas. Ou alors, si vous les payez, c'est inclus dans le prix. Oui, vous avez la primaire et 2 secondaires. Enfin, donc là, oui, secondaire, tertiaire. Et s'il y a un problème avec votre primaire, la secondaire passe primaire et une 4e base de données reformée qui va prendre la nouvelle de 3e en fait. C'est automatique. Mais la raison pour laquelle c'est pas un backup, mais c'est vachement important. La raison pour laquelle c'est parce que si vous faites une erreur d'opération, l'erreur va se répliquer dans toutes vos bases de données. Donc si vous faites un drop d'une table par accident, vous perdez la table partout. Vous avez donc la compression. La compression, c'est vraiment très populaire parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir plusieurs clients dans une base de données, mais pas tous les clients. Donc, si vous voulez en mettre, disons, 5 gros clients sur cette base, 12 petits clients sur cette base, 20 clients sur celle-ci, etc., vous avez en fait un nombre réduit de bases de données par rapport à votre dimension. Donc ça, c'est le concept du shard compressé. Donc, ça vous permet de réduire les coûts d'opération. Et en général, jusqu'à présent, ce modèle était implémenté avec le schema. Quand vous faites create schema dans une base de données, c'est en fait un container, mais aussi une entité logique
avec une séparation de sécurité. Donc si vous créez votre table client, donc si vous avez une table qui fonctionne, que vous créez dans Schema 1 par exemple, d'accord, c'est dans le premier schéma, vous créez le deuxième schéma, Schema 2 pour le deuxième client, et vous pouvez remettre la même table client, parce qu'en fait, si on met ça dans des schémas différents, ça, il n'y a pas de problème. L'avantage aussi, c'est donc vous pouvez avoir une sécurité d'accès différente pour les deux tables. Donc vous pouvez avoir un compte utilisateur pour le premier client, un autre compte utilisateur pour le deuxième client, et le deuxième client, si vous ne lui donnez pas accès, par défaut, n'aura pas accès au premier schéma, hein, si vous faites les choses bien. Donc vous pouvez vraiment avoir une bonne isolation de sécurité, et c'est pour ça que c'est très intéressant pour les chartes compressées. La difficulté commence à venir lorsque vous devez faire un backup, justement, pour un client. C'est beaucoup plus facile de faire un backup lorsque vous avez une base de données pour un client. C'est beaucoup plus difficile lorsque vous voulez faire un backup d'un schéma. Parce que là, il faut des outils spécialisés. Qui sont des outils spécialisés, on doit les faire ou ils existent? Il y en a un qui le fait, oui. Mais il y en a un qui le fait, qui devrait être, j'espère, gratuit bientôt. Mais effectivement, qui vous permet de faire un backup d'un schéma ou un restore d'un schéma. Mais même c'est quand même compliqué parce que il faut ensuite, si vous voulez bouger un client, il faut quand même retirer vos tables, il faut retirer votre schéma. C'est pas tout automatisé, quoi. Vous avez aussi la fédération. Et donc la fédération, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Oui, c'est fantastique. C'est quand même la première version. Donc je vous invite à regarder dans les détails ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez pas faire. D'accord ? Sans passer dans les détails, la fédération est une implémentation compressée, de charte compressée par Microsoft dans SQL Azure uniquement. Elle n'est pas disponible dans SQL Server, elle ne sera pas de sitôt. Et on va rentrer dans les détails de data fédération un peu plus tard. Okay. Et vous avez aussi un autre modèle que j'appelle le char étendu. Pas forcément très utilisé, mais intéressant quand même. Disons que dans ce mode, un client peut être distribué sur plusieurs bases de données. Donc en général, ce que vous faites, c'est que si vous avez par exemple une table de vente pour enregistrer toutes les ventes qu'un client fait, ce que vous pouvez faire, c'est avoir dans ce cas ici 4 bases de données pour un client. Ici, c'est tous les clients, mais on peut le faire pour un client. Et vous allez simplement faire un run robin, tourner. À chaque fois que vous avez une nouvelle vente, vous avez un pointeur qui vous dit voilà, passe là, passe là, passe là, et tourne sur toutes les bases disponibles dans mon shard. D'accord ? Donc vous avez en fait une répartition des charges. Alors c'est bien quand vous avez beaucoup de insert. Maintenant que vous voulez faire des selects, c'est un peu plus difficile parce que vous avez aucune indication de savoir non seulement où sont les enregistrements, mais d'où ils viennent une fois que vous les lisez sans faire quelque chose de spécial. D'accord ? Donc j'ai fait dans Codeplex, j'ai fait un projet open source qui aide à implémenter ce modèle spécifiquement. Bon, c'est un petit peu, disons, académique comme exercice, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne. Et donc à ce niveau-là, vous n'avez plus de relation entre les bases et les clients. Alors, je voulais vous montrer un petit peu, si vous voulez, comment ça se présente. Si vous avez en bas, sur l'axe des X, le nombre de bases de données, et vous avez en Y le nombre de domaines. Par exemple, ça peut être client, c'est juste un domaine, mais vous pouvez avoir plusieurs domaines. Hein. Vous pouvez avoir client et pays. D'accord ? Attention, en fédération, vous n'avez qu'une dimension. Hein. Mais dans les shards, en moyenne, vous pouvez avoir un nombre infini de dimensions si vous voulez.
Vous avez donc en fait un modèle scale-up. Si vous n'avez qu'une seule base de données pour toutes les instances de vos dimensions, on va dire, donc par exemple tous vos clients, c'est donc le modèle scale-up, ce que tout le monde fait. Vous avez un char linéaire si vous avez une base de données par client. Vous avez un mode compressé si vous avez donc moins de bases de données que de clients, et un char dépendu pour le reste. Okay. Alors, avant de passer ici à la fédération, en fait, fédération est un mode compressé, en fait un peu à cheval, on va dire, entre scale-up et compressé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avec SQL Azure, la semaine dernière, nous avons eu la bonne surprise de voir Fédération apparaître. Fédération fonctionne avec une première base de données qui s'appelle le root, votre racine, quoi. C'est en général, c'est la base de données que vous auriez aujourd'hui si vous n'utilisez pas Fédération. C'est votre première base quand vous créez votre base de données SQL Azure. Et en fonction de vos besoins, vous pouvez créer des fédérations, plusieurs. Dans le cas ici, vous avez Customers et Purchases, les ventes. Et vous pouvez définir une clé, en parlant de dimension, vous pouvez définir une clé dans chaque fédération. La fédération, c'est en fait une ou plusieurs bases de données dans lesquelles vous allez mettre des tables. Par exemple, si vous avez simplement une table qui s'appelle Customers, que vous allez mettre dans la fédération Customers, vous pouvez séparer votre base de données en disant, en fait, j'ai disons, trois sections, ou trois, comment vous dites en français, range? Un écart, ouais. Intervalle, voilà. Vous définissez un intervalle de 0 à 100 pour le premier, de 100 à 150 pour le deuxième, et le troisième de 150 à l'infini. D'accord? Donc, si vous avez un ID 25, SQL Azure va vous pointer sur le premier, dans Customers. D'accord? Si votre client, c'est client 102, eh bien, il va vous pointer sur le deuxième, sur la deuxième base de données qui est dans la fédération Customers. Donc une fédération n'est rien d'autre qu'en fait qu'un container logique de base de données qui représente la fédération Customers. Dans ce cas-là, si vous avez donc établi une relation de 0 à l'infini comme ceci, vous avez aussi peut-être créé une autre fédération pour les ventes parce que vous avez vraiment beaucoup de ventes et beaucoup d'enregistrements. Dans ce cas-là, j'en ai créé 4. J'ai donc 4 bases de données supplémentaires dans lesquelles les ventes seront stockées. Donc pour mon ensemble, pour mon application qui a donc une liste de clients et une liste de ventes, j'ai donc 4 et 3, 7 plus le root, 8 bases de données au total qui fonctionnent dans mon environnement. Et si on fait un select all purchases, il va regarder dans toutes les bases. Non, pas encore. Mais je peux vous aider. Alors, on va revenir au projet open source plus tard que j'avais annoncé au début de la session. J'ai travaillé avec Microsoft pour justement donner en open source une librairie qui temporairement, avant que ça arrive sur la plateforme Azure, qui peut vous donner la possibilité en fait de faire des requêtes à travers les membres d'une fédération. Mais disons que voilà, donc en fait, vous avez la disponibilité de regarder vos membres. Chaque base de données dans une fédération est appelée un membre. Vous pouvez donc regarder le membre qui est entre 100 et 500 pour les ventes. Vous pouvez regarder ça et vous dire, en fait, celle-ci, elle est vraiment stressée. Il y a vraiment beaucoup de requêtes dans cette zone. Donc, je vais peut-être la diviser en deux, de 100 à 125 et 125 à 500. Parce que je sais que les 25 premières sont celles qui sont demandées en permanence. Eh bien, SQL Azure va séparer la base de données en deux bases de données, va bouger les informations pour les deux nouvelles bases de données, et quand c'est prêt, elles vont devenir les primaires,
et l'ancienne, qui représentait donc le groupe entre 100 et 500, disparaîtra. D'accord ? Et ça se fait à chaud. Merci, j'ai cherché le mot. Alors, pour vous accéder aux routes, c'est très simple, bien sûr. Quand vous connectez sur la base de données, de toute façon, vous êtes dessus. D'accord ? Vous pouvez, mais si vous n'êtes pas dessus, vous utilisez une nouvelle commande qui s'appelle Use Federation. Donc, vous faites Use Federation Route with Reset. C'est obligatoire. With Reset, c'est pas optionnel. Et donc, ça vous connecte sur le route si vous n'y êtes pas. Et vous pouvez donc accéder peut-être des tables de configuration ou des tables globales que vous voulez pas forcément mettre dans des fédérations, quoi. Dans l'exemple que tu donnes, tu prends deux tables. Donc, chacun séparément, ça se comprend. Oui. Mais ils sont reliés, ces informations. Oui. Donc, si tu veux prendre des informations du table 1 plus joint avec les informations qui viennent de la table 2, donc tu auras l'ID qui sera tombé disons, dans le deuxième serveur. Ouais. Ce serait bien que les reliés soient dans ce serveur-là. Mais si une autre règle a dit que les autres sont dans une autre machine, chaque base de données que vous avez ici représentée sont sur des serveurs différents. Ah oui, du coup, on a des impacts de perte. Ben oui et non. Alors, vous avez un impact énorme sur la qualité de la donnée. C'est à vous à faire très attention de ne pas casser les relations parce que maintenant, vous êtes responsable des relations. Ah oui, mais par contre, c'est l'inverse. Vous avez en fait une amélioration de performance fantastique. Parce que si vous faites des recherches, elles sont en parallèle. Ah oui, oui. Eh oui. Mais... bah oui, mais c'est ce qu'on appelle un trade-off. C'est ce qu'on appelle un trade-off, ok? C'est en fait le chemin intermédiaire entre SQL Server et NoSQL. C'est intermédiaire. Vous perdez certains bénéfices d'un engin relationnel, mais pas tous, quand même. Par contre, vous gagnez de la performance. Oui, c'est clair. Hein. Il faut savoir que quand on prend cette étape, c'est une étape très importante à prendre, hein, c'est sûr. Alors, comment faire pour accéder à un membre? Donc, vous faites Use Federation Customers, par exemple, avec CID qui est donc ma clé, on va dire 10. Voilà, voici mon Customer ID 10. With Reset, Filtering Off. Filtering, c'est une information qui est utilisée par SQL Azure pour déterminer si vous voulez vraiment juste le client numéro 10 ou si vous voulez la base de données dans laquelle le client numéro 10 est localisé. D'accord? Donc, puisque filtering est off, vous allez avoir accès à toute la base de données dans laquelle Customer ID 10 est localisé. Donc, si vous faites Select Star from Customers, vous allez avoir tous les enregistrements dans la base de données, dans la première là, qui est en jaune. Et vous avez dans ce cas-là, dans l'exemple que je donne, 35 enregistrements. Si maintenant vous faites la même chose et vous dites non, ce que je veux faire c'est juste lui ou elle, filtering on, c'est donc l'option. Et quand vous faites select star from customers, vous avez un enregistrement qui revient. C'est pas mal. C'est un peu magique quand même. Hein. Alors, tu nous la rejoues? Oui, je la rejoue. Donc, je reviens en arrière. Select star from customers avec l'option filtering off quand j'utilise la commande use federation. Ça dit à SQL Azure, je veux établir un contexte de connexion sur la base de données qui contient Customer ID 10, toute la base. Et donc, quand je fais ma commande, je vais avoir tous les enregistrements de cette base. Si je dis filtering is on, en haut, plutôt que off, ça veut dire attention, je vais me connecter que sur l'enregistrement dans la base, mais que l'enregistrement pour lequel le Customer ID, client ID en fait est 10. Si tu voulais faire toute la base, enfin toute la table de customers, tu ferais 3. On va en parler dans 2 minutes. Pour l'instant, on peut pas directement. Mais du coup, le premier cas, quel est son intérêt, le filtering off?
Qu'est-ce que... Alors, c'est une bonne question. En fait, 9 fois sur 10, peut-être que dans une application, le filtering sera on. Parce que justement, on est intéressé que par... Voilà. Le filtering off, c'est intéressant quand on fait des recherches qui sont pas basées sur la clé. Par exemple, quels sont les clients qui sont en France? Donc, si vous faites une recherche plus grande qui n'utilise pas la clé, en général, vous faites filtering off. Pour vous on s'est débrouillé que tous les Français soient dans le même... Oui et non. On verra ça dans 2 minutes. Oui. Si vraiment l'intérêt, s'il y a beaucoup de recherches par pays, peut-être que la clé, ce serait plutôt un pays, plutôt que le Customer ID. Voilà, il faut choisir son épée. Hein. Alors, les difficultés. Alors, vous avez touché, vous avez posé les bonnes questions, vous avez gagné. Mais c'est ça en fait. C'est le problème. D'abord, vous avez 2 problèmes particuliers que vous avez déjà énumérés. Le premier, c'est qu'est-ce que je veux faire? Et si je veux tous les enregistrements customer sur toutes mes bases, comment je fais? Problème numéro 1. Problème numéro 2, si je veux faire des joins, si je veux par exemple dire ouais, je veux toutes les ventes, mais pour certains customers, comment je fais? Maintenant, il faut faire des opérations à travers une ou deux fédérations. Donc ça devient un peu plus compliqué. Alors en termes de difficultés supplémentaires, c'est que vous êtes obligé d'utiliser le terme use federation. Donc en ce qui concerne votre code, c'est une opération supplémentaire qu'il faut faire dans votre connexion. Donc quand vous vous connectez à une base de données, l'opération suivante c'est use federation avant de faire quoi que ce soit. Parce que par défaut, vous connectez sur le route. Et la deuxième est reliée donc à ce qu'ils appellent le fan out. C'est un terme qu'on utilise en anglais pour accéder les données réparties. Donc fan out, c'est je veux faire une commande sur plusieurs bases de données. Combien de commandes en parallèle est-ce que je peux exécuter en fonction du nombre de processeurs que j'ai dans ma machine, et d'avoir à la fin du compte un seul résultat qui combine les données de toutes mes bases de données. Ça s'appelle le fan-out. Sur plusieurs membres et sur plusieurs fédérations. Et voilà pourquoi j'ai créé le projet Enzo dans Codeplex. Le code est disponible, hein. C'est pas un attrape truc où c'est fait semblant d'être open source, mais quand t'es là, il faut payer, machin. Non, c'est tout complet open source. Je vous montre comment on fait. Okay. C'est une plateforme qui, à long terme, se veut unifiée pour pouvoir faire du compressé, de l'étendu, du linéaire. Aujourd'hui, c'est plutôt vraiment juste compressé et fédération. Et donc fédération. Je suis en train de travailler sur le linéaire, mais c'est pas prêt. Donc l'intérêt de ce projet, c'est qu'il offre une librairie de base que j'appelle Core, qui permet en fait d'avoir des opérations bien précises sur une base de données quelconque. Donc il a des opérations importantes. Et ensuite, en fonction de la stratégie que vous voulez implémenter, soit une stratégie Data Federation, soit une stratégie Expanded par exemple, le fonctionnement du shard va être différent. Donc dans le code, vous dites OK, je veux utiliser cette stratégie ou cette stratégie. Alors, il a 2 modes de fonctionnement. Vous avez le mode API. Donc, je vous donne un exemple ici de connexion sur la base de données. Vous créez donc un objet route.db qui vous crée une nouvelle base route avec votre connexion, avec vos informations pour vous connecter. Donc, route.db, par défaut, se connecte sur route. Et ensuite, vous voulez accéder à la fédération customers. Donc, vous faites route.db customers. D'accord? C'est une collection. Là, vous accédez directement à la fédération. Et vous pouvez donc définir un contexte d'exécution en disant, je veux faire du fan-out. Donc, les options, c'est fan-out, c'est filtering on, filtering off, route. D'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, plus fan-out. Et ensuite, vous dites, OK, route.db customers, execute data table,
exécute donc select star from customers et automatiquement, il va sélectionner toutes les bases de données de la fédération et vous retournez un seul résultat sur de tout vos tables. Okay. Donc dans ce mode d'opération, ça demande un peu de code, bien sûr, il faut comprendre ce que j'appelle execution context, définir les options, il y a pas mal d'opérations possibles, mais donc ça c'est le problème numéro 1 si vous voulez, exécuter une commande qui s'exécute en parallèle, hein, c'est pas linéaire, hein, c'est pas une à la fois, hein. Il va utiliser autant de processeurs que possible et donc retrouver vos enregistrements. Vous avez aussi quelque chose d'autre que j'ai commencé à créer, que j'appelle le SQL distribué, Distributed SQL. Donc en fait, je définis un langage SQL au-dessus du langage SQL. Okay. Voilà. Donc, au lieu de faire select star from, vous remplacez par using. C'est la clé que j'utilise pour savoir que c'est en fait une commande distribuée. Vous dites select star using et entre parenthèses la commande que vous voulez vraiment exécuter. Select star from customer. Et ensuite vous avez des options supplémentaires pour dire exactement en fait mes options, qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce qu'elle va et qu'est-ce que vous voulez faire avec. Là par exemple je dis federated on customers. Donc mon API, quand vous êtes execute data table SQL, va automatiquement détecter que vous voulez faire une commande sur le shard customers, va prendre la commande interne select star from customer et va vous retourner l'information tout de suite. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez commencer à rajouter des options dans votre commande distribuée. Par exemple, ah oui, mais je veux tous les customers dans ma fédération customers, mais je veux pas que le customer ID soit ceux qui sont venus dans disons ma succursale numéro 2, par exemple. Donc maintenant, vous pouvez commencer à avoir une option where not in qui vous permet de retirer certains types d'enregistrements en fonction des données qui sont dans une autre fédération. Donc c'est pas vraiment un join, c'est un where not ou un where. Et vous voyez federated on sales ou purchases en fait, c'est une petite erreur. Donc ce sont des commandes que vous pouvez grandir, que vous pouvez améliorer pour en fait avoir une opération relativement flexible sur vos fédérations. Vous pouvez aussi un cache, donc vous pouvez faire select star using select star from customer, federated on customers comme on a vu tout à l'heure, cached for 30 secondes de cache. Si vous effectuez la même commande, vous ne retournez pas sur votre fédération. Donc le résultat est en mémoire, quoi. Ouais, c'est instantané. Ouais. Vous avez aussi un concept d'index que j'ai pas implémenté dans le distribué de cache, mais ça va venir. Voilà. Donc en fait, ça conclut la présentation. Nous avons parlé donc de la performance, certaines problématiques qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous développez dans le cloud. Nous avons aussi parlé de la montée en charge, ce qui vient, ce qui se fait, et quels sont les projets qui sont en cours pour essayer de faciliter l'adoption des montées en charge dans SQL Azure. Merci. Alors je vais essayer de passer sur l'autre machine pour la démo. Ouais, c'est vraiment cool, hein, la fédération. Ouais, je suis il y a des limitations, hein, c'est clair. Faut toucher un peu, faut essayer. Parce qu'évidemment, il y a des contraintes, hein, pour le faire, c'est pas, les employés sont pas dans le problème. Le truc qu'on fait, par exemple, qui est un peu difficile, c'est